Regardez les coordonnées GPS qui s'affichent à l'écran. Si vous faites un copier-coller de cette suite de numéros sur Google, vous tomberez sur un lieu cher à Pierre Gasly. Le circuit Lucien Lebret d'Anneville en Bourville, là où tout a commencé pour lui. C'est sur ces terres normandes qu'il affrontait notamment un certain Esteban Ocon il y a une quinzaine d'années. Vous connaissez l'histoire. De l'année une grande rivalité. Les deux ennemis d'hier se retrouvent ensemble en Formule 1, et le destin les a réunis dans la même écurie, qui plus est sous les couleurs d'une marque historique du paysage normand. Le duel entre ces deux-là allait forcément être suivi de très près cette saison, en particulier du côté de la France. Et bien sûr, celui qui avait le plus de pression, c'était forcément Pierre Gasly. L'ami Pierre est arrivé chez Alpine avec beaucoup d'interrogations. Sa seule expérience en dehors du cocon AlphaTauri a tourné au vinaigre, puisqu'il s'est fait renvoyer de Red Bull au bout de 12 courses seulement. C'était une autre époque, bien sûr, tout le monde le sait, mais il devait prouver qu'il était capable de s'adapter à un nouvel environnement. Alors Pierre Gasly a-t-il réussi son pari? A-t-il répondu aux attentes placées en lui cette saison et peut-il envisager l'année prochaine sereinement? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parti. Un pilote de Formule 1 français est-il destiné à rouler pour le groupe Renault? Pas forcément, puisqu'il y en a eu un paquet dans l'histoire de la F1 qui n'ont jamais été liés à la marque, de près ou de loin. Mais tout de même, les 3 derniers pilotes français qui ont évolué en Formule 1, à savoir Grosjean, Ocon et Gasly, ont tous rejoint l'écurie française à un moment donné de leur carrière. Il n'est donc pas étonnant de voir Pierre Gasly évoluer sous ses couleurs aujourd'hui. Mais à la base, le mariage ne semblait pas évident. Rappelons-nous qu'il y a un peu plus d'un an, Alpine souhaitait conserver Fernando Alonso, prêter Oscar Piastri à Williams, et le contrat de Gasly avec AlphaTauri s'étendait jusqu'à la fin de l'année 2023. L'imaginer rejoindre Alpine n'était donc pas quelque chose de réaliste. Bon, comme vous le savez, rien ne s'est passé comme prévu. Les départs de Piastri et d'Alonso vers McLaren et Aston Martin ont amené Laurent Rossi et son équipe à trouver une alternative. Et on a rapidement compris que Pierre Gasly était leur choix numéro 1. Après quelques négociations avec Red Bull, le deal était officialisé. Un contrat de 2 ans, un projet plutôt ambitieux et un nouveau monde s'ouvrait à lui. En premier lieu, il faut comprendre quelles étaient les attentes autour de lui au départ. Laurent Rossi disait, à l'époque, qu'il souhaitait faire de lui un leader technique, quelqu'un capable de porter le développement de la monoplace vers le haut. Je dois vous dire que j'ai été un petit peu étonné par ce discours, parce que c'est difficile de donner une telle responsabilité à un pilote, surtout lors de sa première saison. Son impact sur le développement de la 523 est minime, puisqu'il est arrivé en fin d'année dernière. Qu'il donne des indications, des préférences sur les évolutions pendant la saison, là d'accord, bien sûr, mais de là à dire leader technique, c'est un petit peu trop. Par contre, il avait une sacrée responsabilité à assumer, prendre la place de Fernando Alonso, et ça ce n'est pas une mince affaire. Personnellement, je l'attendais au tournant. Je disais en début de saison qu'il avait surtout un objectif à accomplir. Prouver aux observateurs qu'il est capable d'évoluer dans un autre environnement que celui d'AlphaTauri, et d'être plus performant qu'à l'époque de Red Bull. Regardons d'abord sa feuille de stats. Gasly en 2023, c'est 11e au classement pilote, 62 points, un podium à Zandvoort, et un autre podium en course sprint à Spa. D'un point de vue comptable, ce n'est pas sa meilleure saison, mais c'est assez représentatif du niveau de sa monoplace. La 523 a évolué dans une sorte de no man's land cette année. Pas assez forte pour jouer avec McLaren, Mercedes ou Ferrari, mais au-dessus des autres voitures de fond de grille. Ce qui me vient en tête au moment d'évoquer le cas de Gasly, c'est le mot progression. À mon avis, il a connu une évolution positive tout au long de la saison, dans tous les domaines. En qualification, par exemple, il bat Ocon à 5 reprises sur les 6 derniers Grands Prix de l'année, et sa position moyenne sur la grille de départ est supérieure à lui sur l'ensemble de la saison. Face à un pilote qui est là depuis 2020, eh bien c'est quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur, parce que ce n'est pas facile. En parlant d'Esteban Ocon, je trouve ça intéressant de comparer leurs performances cette saison. Si l'on s'en tient à un bilan sportif bête et méchant, on peut dire que ce combat a tourné à l'avantage de Pierre Gasly. Et oui, il a réussi à terminer la saison devant Esteban Ocon, avec 4 petits points d'avance. Une satisfaction personnelle, sans doute, mais qu'il faut absolument tempérer. On est quand même sur 7 abandons du côté d'Ocon, qui sont principalement liés à des problèmes mécaniques, contre 3 pour Pierre Gasly. Sans ça, eh bien Ocon aurait certainement terminé devant lui. Après, avec des si, on pourrait mettre le circuit de Monza en bouteille, comme on dit. Et si l'on parle du nombre d'abandons d'Ocon, il faut également mettre en lumière la vraie malchance qui a touché Pierre Gasly cette saison. À Monaco, il termine 7ème, mais avec une meilleure stratégie, il aurait vraiment pu viser mieux. En Hongrie, à Silverstone, il termine hors des points, mais par 2 fois, il est la victime collatérale d'événements en piste. D'ailleurs, lui-même a décrit cette année comme la plus malchanceuse qu'il ait connue en Formule 1. Il ressort finalement assez frustré de cette saison. De mon côté, je n'emploierai pas le terme malchance, parce qu'il y a un lien de cause à effet évident entre les déboires de Gasly et d'Ocon et ce qu'il s'est passé du côté de management d'Alpine cette année. Au départ, l'objectif annoncé était de venir jouer avec les écuries de haut de tableau, de s'élever un cran au-dessus de la 4ème place au constructeur décroché en 2022. Le résultat, c'est qu'ils terminent 6ème avec 120 points, 53 de moins que l'an dernier. Leur saison est un échec puisqu'ils n'ont pas réussi à atteindre l'endroit où ils s'étaient allés, et la direction de l'équipe en a subi les conséquences. Otmar Szafnauer, renvoyé. Laurent Rossi, muté dans un nouveau job, chargé de projets spéciaux. Un intitulé un petit peu flou, qui laisse suggérer qu'on ne devrait pas le revoir de sitôt dans les paddocks de Formule 1. Si Alpine a baissé d'un cran, c'est également parce que ses concurrents ont eux élevé leur niveau de jeu, mais ça n'explique pas tout. Le développement de la 523 n'a pas offert les garanties suffisantes pour se hisser dans la lutte pour les podiums, et j'ai tendance à penser que l'instabilité de l'écurie n'a pas favorisé ça. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'Esteban Ocon et Pierre Gasly ont été touchés de plein fouet par ces problèmes structurels.
Dans le cas d'Ocon, ça s'est matérialisé par des problèmes mécaniques, principalement. Mais Gasly a lui aussi perdu beaucoup à cause de son équipe, mais d'une autre façon. Dans son cas, c'est davantage la stratégie et les arrêts au centre qui l'ont handicapé. Il ne s'est pas gêné pour s'en plaindre. Lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, il était devant Esteban Ocon, mais son équipe fait une stratégie un petit peu bizarre, il l'undercut, ce qui a suscité évidemment une certaine incompréhension de sa part. À Vegas, il partait 4ème, mais il s'effondre au fur et à mesure de la course, pas forcément aidé par une safety car tombée au mauvais moment, mais surtout par une stratégie qui lui a fortement déplu. Quelques courses plus tôt, au Japon, il y a eu un gros drama entre lui et Ocon, puisqu'on lui a demandé de le laisser passer lors du dernier tour du Grand Prix, histoire de lui rendre l'appareil parce qu'il en avait fait de même quelques minutes plus tôt. Procédure habituelle selon Ocon, mais ignorance tactique selon Gasly. Il n'en avait pas discuté avant la course, et ça nous donne une situation pour le moins embarrassante. Tout ça pour dire que Gasly n'a pas bénéficié d'un soutien sans faille de son équipe. Si l'on met à part les soucis mécaniques et stratégiques, je trouve que le duel avec Ocon a été plutôt serré. En qualification, c'est du 14-8 et 11-11 en course, et avec seulement 4 points de différence, eh bien ça s'en ressent dans les statistiques. Difficile de dire qui a été le meilleur des deux. Je dirais peut-être Ocon sur la première partie d'année, mais Gasly a vraiment affiché des progrès à partir du Grand Prix des Pays-Bas. Donc ça donne un combat où aucun vainqueur n'en ressort vraiment. Comme moment fort de sa saison, je retiens certaines séances de qualification, celle de Vegas notamment, mais aussi à Barcelone et à Miami, où il place sa voiture dans le top 5 à chaque fois. Côté résultat positif, il faut encore une fois citer son podium en sprint à Spa, puis celui en course principale aux Pays-Bas. Niveau point négatif, on peut évidemment parler du Grand Prix d'Australie, où lui et Ocon perdent de très gros points. On a pas mal parlé de cette manœuvre, savoir qui est en faute, etc. Mais perso, je considère que vu les conditions de reprise de cette course, c'était évident qu'un accident allait arriver. C'est tombé sur eux, entre autres, et c'est pas de chance. À part ça, son Grand Prix d'Azerbaïdjan est vraiment oublié, de A à Z, puisqu'il se crache en qualif et connaît une course complètement anonyme. Et il a quelques autres courses où il est passé inaperçu, du genre Qatar, Canada, Mexique, rien de bien passionnant. Au final, ce que je retiens de sa saison, c'est qu'il a plutôt bien fait le boulot dans un environnement ô combien compliqué. Il a été solide, n'est pas souvent parti à la faute, et il a rempli son rôle de pilote d'expérience. En conséquence, je considère que sa première saison chez Alpine est réussie, même s'il aurait espéré se battre pour des positions un peu plus honorables sur l'ensemble de l'année. Gasly est sous contrat avec Alpine jusqu'en 2024, comme 14 autres pilotes sur la grille. Pour cette raison, l'année prochaine sera absolument décisive, parce que plusieurs possibilités vont s'offrir à lui. La première question à se poser, c'est peut-il afficher le même niveau de performance qu'en 2023 ? Je pense que oui, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal vu qu'il a été en progression constante tout au long de l'année. Maintenant, tout dépendra de la monoplace de l'an prochain. Là, j'avoue que je suis un petit peu dans l'inconnu, parce qu'ils ont eu tellement de changements structurels que c'est difficile de faire une prédiction sur leur niveau. Si lui et Ocon performent comme ils l'ont fait cette saison, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour être prolongés. L'objectif pour Gasly sera de s'affirmer face à son coéquipier, parce qu'avec autant d'incertitudes contractuelles, eh bien il pourrait prétendre à un baquet dans une écurie d'un standing supérieur. Évidemment, tout dépendra de la performance de sa voiture. Mais si elle n'est pas au niveau attendu une saison supplémentaire, eh bien nul doute qu'il évaluera les options sur la table. Avant de penser au haut de tableau, il faudra également qu'il regarde derrière lui. L'Académie Alpine est très performante depuis plusieurs années, et ils ont des pilotes qui aspirent à un baquet en F1, Victor Martins et Jack Doohan en particulier. Sincèrement, s'il est au top niveau, je pense qu'il a les clés pour assurer son avenir, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Ce que je regarderai avec attention l'année prochaine, c'est les relations qu'il entretient avec son équipe. Publiquement, je l'ai trouvé assez critique de ses ingénieurs lorsqu'ils commettaient une erreur stratégique, et ça m'a pas mal surpris de le voir parfois aussi tendu. Est-ce que c'est un axe de progression pour Gasly ? En vrai, ça c'est à l'appréciation de chacun. Perso, je préfère quelqu'un d'honnête, direct, qui dit les choses clairement, mais il pourrait être de temps en temps un peu plus compréhensif, je trouve. Après, c'est ça le haut niveau, c'est un sport d'excellence mécanique, et s'il y a une pièce du rouage qui ne fonctionne pas, eh bien ça peut tout gâcher, et lui ne veut rien laisser au hasard. Pour conclure cette vidéo, je dois dire que je suis heureux de voir Gasly épanoui dans un autre environnement que celui de Red Bull. On sent qu'il s'était préparé pour ce moment, et il a affiché des performances qui laissent présager de belles promesses d'avenir. On suivra attentivement son parcours l'an prochain, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de Pierre Gasly, si vous l'avez trouvé performant, au-dessus d'Esteban Ocon, en dessous, au même niveau. Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement, comme d'habitude. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour m'offrir un petit peu plus de visibilité. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.